Bonjour, dans cette vidéo, nous allons montrer comment on réalise une identification de procédés pour trouver une fonction de transfert du premier ordre, dans ce cas-ci, à partir d'un fichier expérimental de relevé de mesure. Donc nous avons ici un relevé de mesure qui a été fait sur un banc de régulation de niveau. C'est un régulateur Eurotherm et son logiciel qui lui est associé qui a permis d'effectuer ce relevé. Alors avant de pouvoir traiter ce fichier, il est utile de nettoyer de ces données qui ne nous sont pas nécessaires. Donc ce qui est bien sûr nécessaire pour nous, c'est de conserver la dateur, le PV, c'est-à-dire la mesure du niveau, qui sera ici en pourcent, et aussi la sortie régulateur. Donc on a ici le PV, on va tout de suite changer l'intitulé, on a ici le PV qui nous intéresse, on a toutes ces colonnes-ci que je vais déjà supprimer parce qu'elles ne nous intéressent pas. Celle-là on va voir, alors celle-ci c'est le manual Outvault, elle ne nous intéresse pas non plus. Celle-ci, le SP, donc la consigne, à partir du moment où on a effectué un essai en manuel, la consigne n'a aucune importance pour nous. Donc, ce qui est important de comprendre, ce sont les conditions dans lesquelles on a effectué ce relevé expérimental. Le régulateur était en manuel, avec une valeur de sortie initialement à 42 ici. Et à partir d'un certain moment donné, qui est celui-ci en réalité, on a passé la sortie, donc en un instant, à 50% de sortie régulateur et on a conservé cette valeur. Donc on applique ce qu'on appelle un échelon de sortie régulateur. Donc je vais garder ici, je vais l'appeler plus simplement out régulateur ici, et je vais supprimer toutes les autres colonnes. Voici déjà un fichier épuré. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les formules qu'on va indiquer par la suite, les graphiques, ils ne seront pas conservés dans le cas où on conserve le format du fichier initial. Donc, le logiciel Eurotherm fournit des fichiers CSV, qui sont en fait des fichiers texte, et qui ne peuvent pas contenir de graphiques ni de formules. Donc il est important de sauver au format Excel, et ne pas le laisser dans le format. Sinon, tout le travail qui sera effectué ici sera perdu à la fin de l'opération. Alors, donc, nous avons ici un temps qui est bizarre ici. Et donc, je vous propose, c'est d'en faire un temps en secondes, avec un top 0, top chrono, qui se situera ici au moment de l'application de l'échelon. Donc, pendant un certain temps avant l'application de l'échelon, on avait déjà commencé à enregistrer les données. Ces données-là ne sont pas nécessaires. On ne va pas les supprimer tout de suite parce qu'on a besoin de cette valeur. On a besoin de retenir cette valeur, donc je vais la copier avant de supprimer les données qui ne m'intéressent pas. Donc je vais indiquer le out initial qui est de 42,29%, on va dire, de sortie régulateur. Ce ne sont pas des pourcentages de niveau, pas du tout. Ce sont des pourcentages de sortie régulateur. Le out final du régulateur, mais tant que j'y suis, je sais que c'est 50, donc je vais le noter ici. 50% régulateur. Voilà, maintenant que j'ai conservé cette valeur, je peux supprimer les données avant l'application de l'échelon. C'est ce que je fais maintenant. Voilà. Alors je disais que j'ai besoin d'avoir une colonne temps en secondes compréhensible, et ce n'est pas le cas pour l'instant. Vous voyez le dateur, c'est un format un peu bizarre. Alors, pour convertir ce format qui vient du logiciel Eurotherm, il faut multiplier en fait cette case par 3600 secondes fois 24. Voilà. Et on va changer le format. On va le mettre avec 3 décimales pour voir le temps évoluer. Et on va appliquer ça à l'ensemble des cases pour avoir une première colonne de temps en secondes. Il n'est pas tout à fait celle qu'on désire, donc je vais montrer pourquoi ici. Vous voyez que on voit l'évolution dans le temps, on voit qu'à peu près après une demi-seconde, il y a eu un autre enregistrement.
Mais ça commence à un nombre qui ne nous intéresse pas. Nous, on voudrait avoir 0 ici, que le top chrono soit ici. Donc, on va exprimer le temps relatif à ce temps-ci, à cet instant-ci, qui sera le top 0. Donc, pour ce faire, il suffit de pointer cette case, de la retrancher à elle-même dans ce cas-ci, sauf que on va fixer cette case ici, donc on va retrancher chaque fois la même chose. Alors vous allez mieux comprendre pour les autres cases. Donc ici vous voyez bien qu'on a le top 0 ici, et puis si je me mets ici, eh bien on a B5 moins B2, ici on a B6 moins B2, donc c'est que chaque fois ce temps-ci moins celui-là, et là on obtient un temps en seconde qui est beaucoup plus facile à comprendre. Alors maintenant je vais tirer ma formule ici jusqu'en dessous. Évidemment, il ne va pas être content puisque la colonne qui est juste à côté n'est pas complétée, donc il faut le faire aussi pour celle d'à côté. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai une colonne temps qui est maintenant tout à fait correcte. Et c'est d'ailleurs la seule qui m'intéresse maintenant. Celles-ci ne sont plus nécessaires. Alors l'envie est de la supprimer purement et simplement, mais regardez ce qui se passe évidemment si vous la supprimez, étant donné qu'il y a une formule de calcul qui se base sur la colonne précédente, vous ne pouvez pas la supprimer aussi facilement. C'est néanmoins possible, il suffit on va faire un copier-coller de cette colonne, mais plutôt de l'autre côté, en ne collant que les valeurs sans formule. Donc je vais copier-coller, donc copier, coller, mais un collage spécial, uniquement les valeurs. Voilà. C'est la même, mais il n'y a plus de formule. Vous voyez, quand on clique dans une case, il n'y a plus de formule associée, tandis qu'ici, il y a une formule. La formule est ici. Maintenant, je peux supprimer ces trois colonnes. Donc, je les sélectionne et je les supprime. Et maintenant, j'ai ma colonne temps toute seule qui est correcte. On sait qu'un système du premier ordre, on le sait de la théorie sur les premiers ordres, qu'elles ont une fonction de transfert de type gain statique divisé par 1 plus taux P, taux étant la constante de temps, fois l'exponentielle de moins le retard fois P. Le retard, on va l'appeler θ. Donc, au final, j'ai trois paramètres à trouver. J'ai le gain statique, j'ai la constante de temps et le retard. Le gain statique, on sait que sa formule, c'est le delta PV obtenu sur le delta out. Donc, j'ai besoin du delta PV et du delta out. Donc je vais calculer le delta out ici. Le delta out régulateur, c'est donc 50 moins 42, mais j'utilise les formules pour ne pas devoir recopier les chiffres. Donc ça veut dire que j'ai réalisé un échelon d'amplitude 7,7%. C'est obligatoire, si vous voulez rester autour d'un point de fonctionnement, c'est de faire des échelons de relativement faible amplitude. Ensuite, je vais aller chercher mon PV initial. Bon, c'est normal, c'est une valeur analogique, donc la valeur n'est pas constante au début, même si le niveau à ce stade-ci n'a pas vraiment de raison d'évoluer. Donc on va dire que c'est à peu près 39,94, le PV initial. Mais attention, ce sont des pourcentages de niveau, rien à voir avec les pourcentages qui sont ici. Ce sont des pourcentages de sortie régulateur. En admettant que c'est une sortie régulateur 0,10 volts, eh bien ça voudrait dire qu'ici on avait 4,2 volts. Ici ce sont des pourcentages de niveau, donc 100% on va dire que la cuve est pleine. Ici on est à 39,94%. Puis on a un PV final ici qui est à, là il faut aller voir la fin du fichier pour estimer quel est le PV final, 52,41%. Voilà. Je peux calculer le delta PV. C'est donc cette valeur-ci, le PV final moins le PV initial. Et donc, ce qui veut dire que lorsque vous appliquez un échelon d'amplitude 7,7% de sortie régulateur,
eh bien, le niveau monte. En réalité, il y a un variateur de fréquence, une pompe qui tourne plus vite. Donc, le débit augmente, le niveau dans la cuve monte. Il monte de 12,47%. On peut maintenant calculer le gain statique qui est, par définition, le delta PV sur le delta out. Et on obtient cette valeur qui sont en fait des pourcents de niveau divisé par des pourcents de sortie régulateur. J'ai déjà un des trois paramètres, j'ai mon gain statique ici qui est important. Et j'ai encore besoin de trouver la constante de temps et le retard. Alors, je vous propose de travailler sur le retard, qui n'est pas très compliqué à obtenir, en tout cas dans ce cas-ci. Pour ça, il faut regarder le début de la courbe. Donc on va faire un zoom sur le début de la courbe. Et on sait que lorsque vous appliquez un échelon de sortie régulateur, à l'instant où vous l'appliquez, cet instant-ci, vous n'obtenez pas directement, à la demi-seconde qui suit, une évolution du PV. Le PV reste plus ou moins constant. Alors c'est vrai qu'il y a un petit creux, mais alors, on est à centième de décimale. Donc on sait qu'une valeur analogique, elle change tout le temps. C'est une mesure de niveau, donc il suffit que la surface de l'eau subisse une vibration. Donc c'est tout à fait normal que la valeur ne soit pas rigoureusement constante. Mais en tout cas, on voit ici qu'on est sur un palier et que c'est seulement à peu près à partir d'ici que réellement le PV il se met à monter. Donc en première approximation, je dirais que le retard ici, il est de à peu près 5 secondes. Donc je vais noter ici le retard, qu'on va noter θ, le retard. Il est de 5 secondes grâce à ce graphique. Donc on va noter PV pour évaluation du retard. Voilà. Il me reste finalement qu'un seul paramètre à trouver, c'est la constante de temps. Pour ça, j'ai besoin de tracer le graphique. Cette fois-ci sur la totalité de l'essai. Voici le graphique. Le graphique est fort compressé à cause de l'échelle qui est automatiquement pas très bien choisie. On voit qu'on démarre ici à peu près à 40, donc je ne vais pas démarrer ici à 0, mais plutôt à 39, on va dire. Et voilà, j'ai une jolie courbe, donc il suffit de cliquer sur l'axe et d'aller chercher le format de l'axe pour changer les valeurs initiales et finales, enfin minimum et maximum on va dire. Voici ma courbe. On voit que, de ce qu'on connaît de la théorie des premiers ordres, que effectivement ça ressemble à une charge de condensateur. C'est une courbe du premier ordre. On voit qu'il n'y a pas de point d'inflexion qui serait caractéristique d'un ordre supérieur à 1, qui sera traité dans d'autres chapitres du cours. Donc on a ici vraisemblablement une courbe du premier ordre, qui est la courbe ici réelle mesurée. Le but c'est de trouver le modèle mathématique et de le faire se superposer à cette courbe réelle pour vérifier que notre modèle est cohérent et correct. Donc on a dit qu'il me manquait encore la constante de temps. Alors il y a deux méthodes pour trouver la constante de temps. Il y a la méthode 63%, parce qu'on sait que de la théorie sur les premiers ordres ou d'une charge de condensateur, on sait que après une constante de temps, on atteint 63% de la valeur finale de PV. Donc il suffit en fait d'aller repérer où est 63% de la valeur finale de PV et regarder à quel temps cela correspond. Il faudra encore retrancher le retard, mais on trouvera facilement notre constante de temps. Alors à vue de nez, 63% est un peu au-dessus de la moitié, donc ce serait ici. Et puis je descends ici en abscisse et j'obtiens ma constante de temps qui est à peu près de, si ça c'est 100 secondes, ici on est à peu près à 150 secondes, à vue de nez. C'est certainement pas 600 ni 10 secondes, à peu près 150 secondes. Alors on va aller chercher plus précisément quelle est la valeur ici, 63%. Donc 63% de quoi? Bien, du delta PV. Ok, donc du delta PV, donc c'est 0,63 fois le delta PV ici, mais il faut encore rajouter la valeur initiale. Donc plus les 39 de valeur initiale, et j'obtiens 47,8, on va dire. Donc le 47,8, ils sont ici, on est bien juste au-dessus de la moitié. Donc il ne faut pas oublier d'ajouter la valeur initiale. Et le taux
par la méthode 63%, c'est l'instant pour lequel on a 47, je vais le mettre plutôt ici, on a 47,8% de niveau. Donc je vais aller voir ici à quel instant j'ai 47,8%. Je l'ai ici. J'ai 47,8% après 145,478 secondes, donc 145,478. Voilà, mais auquel il faut retrancher le retard. Donc je vais faire moins 5 secondes. Alors lorsqu'on exprime la théorie sur les premiers ordres, ces fameux 63%, on le fait sans retard. Donc c'est normal ici que je vienne le retrancher. Voici ma constante de temps estimée. Donc tout à l'heure j'avais... Enfin, estimé ici, c'est calculé carrément. Hein. Tout à l'heure, j'avais estimé à 150 secondes. On voit qu'on n'est pas loin, ce qui nous indique qu'on est vraisemblablement dans le bon. Ensuite, il y a une autre méthode pour calculer cette constante de temps. C'est la méthode du logarithme de l'écart. De l'écart entre la valeur finale de PV et PV. Donc l'écart entre la valeur finale de PV et PV. Attention que l'écart ici, ce n'est pas l'erreur. Hein. Donc l'erreur en régulation, c'est la consigne moins la mesure. Ici, on ne parle pas de consigne. On est en régulation manuelle. La consigne, s'il y en a une, on s'en moque totalement. Donc je vais écrire une colonne. Je vais faire un peu de place ici. Je vais écrire une colonne ln de l'écart. Voilà. Alors ça n'a pas de sens de la calculer dans le retard. Donc je dirais que pendant les 5 premières secondes, ça n'a aucun sens de le calculer. Donc je vais commencer à le calculer ici. Je vais appliquer ma formule ln de l'écart. L'écart entre la valeur finale de PV, donc les 52 qui sont ici, la valeur finale de PV, moins PV. Moins PV qui est ici. Voilà. Mais la valeur finale de PV, c'est une valeur qui ne doit pas changer. Donc il faut la figer dans la formule. Donc je vais mettre un dollar ici entre les deux. Voici. Et je vais appliquer ceci dans un intervalle. Un intervalle de temps qui n'est pas forcément jusqu'au bout de l'archivage des données. Je vais me contenter ici de 200 secondes. Pourquoi ? Eh bien, on sait de nouveau de la théorie sur les premiers ordres que le ln de cet écart, eh bien, ça va donner une droite. Pour autant que ce soit réellement un premier ordre. Donc c'est intéressant, c'est déjà d'estimer... De vérifier que c'est bien un premier ordre avec cette méthode du ln. Si vous n'avez pas une droite, c'est que ce n'est pas un premier ordre. Et à partir du moment où vous avez une droite, vous pourrez évaluer la pente de la droite. Et on sait que la pente de la droite, c'est l'inverse de la constante de temps. Ça, il faut étudier la théorie sur les premiers ordres, mais c'est quelque chose qu'on peut vérifier mathématiquement assez facilement. Donc moi, je vais tracer mon graphique ici de l'écart en fonction du temps. Et j'obtiens un morceau de graphique. Alors de nouveau, je vais ici m'arranger pour avoir un temps qui s'arrête à peu près à 500 secondes. Donc je double-clique ici et je m'arrête à 500 secondes. Et voici ma courbe. Je vois que je vais jusque... Il y a des données jusque 214. Donc. Ouais. C'est un peu étrange qu'il me donne des valeurs pour le temps 500. Donc je vais refaire ça pour être sûr. En tout cas, je vais continuer les données. On les supprimera par la suite. Ah oui, mais non, je regardais là. Non. Voilà, ici, vous voyez, j'ai des valeurs négatives, donc ça ne sert à rien d'aller là-dedans. Le but étant d'avoir une pente de droite, ça ne sert à rien d'avoir une droite sur un intervalle de temps très grand. Du moment qu'on a la pente, on est content. Donc voilà, je vais tracer ma droite ici. Je
je vais changer l'axe des abscisses, en tout cas les échelles. Je vais me limiter à 400 secondes. Et ce qui est important, c'est d'évaluer la pente de la droite. Alors on voit que effectivement, on pourrait facilement tracer une droite ici, hein. Et pour avoir la pente, simplement, il suffit de prendre 2 points, mais on peut demander à Excel de le trouver pour nous. Donc on va prendre les courbes de tendance. Enfin, les courbes ici, c'est plutôt une droite de tendance linéaire. Donc vous cliquez sur la courbe. Avec le bouton droit, vous demandez Trendline, courbe de tendance, et vous demandez d'afficher l'équation. Alors ici, je ne sais pas si... Oui, là voilà l'équation. Et on voit qu'on a une équation de droite avec une pente de 0,0067. Alors si vous n'avez pas toutes les décimales, vous pouvez le faire ici. Hein, vous pouvez demander ici, par exemple 5 décimales. Parfois on n'a pas toutes les décimales qu'on veut, donc c'est pour ça que je le montre ici. Ce qui est important ici, c'est de voir qu'on a bien une droite, donc ça confirme que c'est un premier ordre. Et c'est la pente de 0,0067. Il y a un moins devant. Hein. Alors ici on a taux avec la méthode ln, donc je vais le noter comme ça, taux avec la méthode ln. C'est donc, je vais noter ici la pente de la droite, pente droite, c'est 0,0067 avec un moins pour être tout à fait rigoureux puisque la droite elle descend, même si on sait bien que le signe ne nous intéresse pas. On a une constante de temps qui est forcément positive, c'est un temps. Donc on va prendre l'inverse de cette constante, donc moins 1 divisé par cette valeur, et ça me donne 149 ici secondes. Vous voyez qu'on a une différence de 9 secondes. 9 par rapport à 149, ça n'est pas une différence très très grande. Donc je dirais que les deux valeurs sont sans doute correctes. Après, on peut après décider laquelle est la meilleure, mais de toute façon les deux sont fort proches. Pour vérifier maintenant que mon modèle est correct, parce que maintenant j'ai en fait 3 paramètres, les 3 paramètres de ma fonction de transfert sont trouvés, le retard, le gain statique et la constante de temps. Je pourrais même écrire ma fonction de transfert, hein, je vais le faire par la suite. C'est le gain statique divisé par 1 plus tau p fois l'exponentielle de moins θ fois p. Je l'écrirai tout à l'heure. On va quand même s'assurer que notre travail est correct. Notre travail est correct si à partir du moment où notre modèle se superpose à la réalité, c'est que le modèle est correct. Donc je vous propose de calculer l'équation du modèle et de venir superposer la courbe à celle réelle. Donc on va écrire ici PV modèle. Et là de nouveau il faut aller retrouver la théorie sur les premiers ordres et aller voir quelle est l'équation en fait d'une courbe de charge de condensateur. Et une courbe de charge de condensateur, eh bien l'équation elle est celle-ci, c'est l'amplitude de l'échelon, donc l'amplitude de l'échelon c'est ceci, fois le gain statique, tout en valeur figée bien sûr, fois 1 moins l'exponentielle de moins t, le t il est ici, divisé par taux, et taux je vais prendre mes 140 ici. J'ai deux parenthèses ouvrantes, donc je vais en fermer 2 ici. Ici il y a une erreur de calcul, on va voir de moins t sur taux. Alors le taux, on doit le figer aussi parce qu'il ne change pas au fur et à mesure des incréments de calcul. Alors ce qu'on a oublié bien sûr, c'est la valeur initiale. Donc ça c'est l'équation du PV modèle, mais on doit démarrer avec une valeur initiale de 39,94. Donc je vais l'ajouter ici. Donc c'est cette case-ci, plus la formule précédente. Normalement, elle est presque correcte. En fait, elle ne tient pas compte du retard. Donc ça veut dire qu'elle va être par rapport
à ce qu'elle devrait être, elle va commencer à 0,0. Or, elle doit commencer normalement à l'instant, en tout cas l'ordonnée qui commence à monter, elle doit commencer à l'instant 5 secondes puisqu'on a un retard de 5 secondes. Alors, aussi du cours de maths, on sait que pour décaler une courbe vers la droite, on doit faire ici, moins 5 secondes. Donc le temps doit être, au temps, on doit revenir retrancher 5 secondes. Donc je vais faire ici à 15, moins le retard ici. Alors, j'ai une valeur qui est bizarre puisque j'ai 52%, or ça c'est la valeur finale. Donc on a certainement une erreur quelque part, donc on va chercher un peu. Donc on a l'amplitude de l'échelon qui est H4. Donc A fois GS, le GS c'est H6, oui. Fois 1 moins l'exponentielle de moins T. T c'est A15. Moins H7, mais le retard il doit être figé. Donc il y a déjà une première erreur qui est corrigée ici, c'est que le 5 il doit être figé. Moins T sur taux, et le taux c'est N6. Donc là, ça me paraît correct. L'exponentielle de... Juste un doute sur la parenthèse qui est ici. Voilà. C'était une position de parenthèse qui était erronée. Donc maintenant, on a bien, vous voyez, comme valeur initiale du PV modèle, la valeur initiale de la mesure. Il m'indique que maintenant c'est correct. Et je vais tirer ma formule ici jusqu'en bas. Et j'espère que jusqu'au bout, j'ai des valeurs du modèle qui ressemblent au PV mesuré. Je vais aller jusqu'au bout. Ici, voilà. Alors vous voyez que le PV modèle, il va jusque 52,4, que ici on est à 52,41. Vous voyez, on a une différence très minime entre le modèle et la réalité, ce qui nous indique qu'il y a de grandes chances que ce soit correct, ce qu'on vient de faire. Alors pour en être sûr, je vais afficher les deux courbes superposées. Donc cette courbe-ci, donc avec la touche CTRL, vous pouvez sélectionner 3 colonnes qui ne sont pas l'une contre l'autre, on va dire. On va insérer un graphique. Et on a même l'impression qu'il n'y a qu'une seule courbe. En réalité, il y en a deux. Mais elles sont superposées ou quasiment superposées, ce qui est de nouveau un bon signe pour nous dire que notre modèle est correct. On va de nouveau changer l'échelle ici. On va mettre 39% de niveau. Alors, on peut zoomer un peu, mais vous voyez que le modèle qui est ici en orange se superpose quasi parfaitement à la réalité, à la mesure qui est en bleu. Ce qui indique que notre modèle est correct. Donc notre modèle est correct, on va écrire sa fonction de transfert. Et on voit aussi, si on zoome très fort sur le début de la courbe, vous voyez que le retard ici, la courbe commence en réalité à l'instant 5 secondes. Il faudrait encore zoomer encore plus ou ne sélectionner que les premiers instants, mais c'est correct aussi à ce niveau-là. Alors on va écrire la fonction de transfert. Donc on va prendre une équation et on va écrire la fonction de transfert ici. Alors c'est l'exponentielle de moins 5p. Avant ça, on a le gain statique, c'est 1,617 si j'ai bon souvenir. On va aller revoir là 1,617, oui. Et la constante de temps, on avait pris 140. J'ai pas de raison de la changer. Vous voyez ici le graphique qui se superpose à la réalité. J'ai pas de raison d'adapter les valeurs. Elles sont très très bien comme ceci. Donc 1 plus 140p. Et ceci, c'est ma fonction de transfert du premier ordre. À partir de là,
On ne va pas le faire dans cette vidéo, mais vous avez votre modèle. Vous pouvez très bien mettre cette fonction transfert dans Scilab, dans MATLAB, mettre votre régulateur cette fois-ci en automatique et prévoir votre paramétrage PID. Faire vos simulations. Mais voici cette première étape d'identification qui est terminée.